Ce soir, le premier de 3 télédocuments sur le bébé. Des théories étonnantes, des expériences et des faits qui se déroulent devant vous. Voici donc Voyage au centre de la mer. On sait depuis Jules Verne que les voyages les plus fantastiques sont ceux que l'on fait sans sortir de chez soi. Partir à la rencontre du bébé, n'était-ce pas simplement redescendre en nous-mêmes? C'est en pensant à Jules Verne que nous avons baptisé cette première émission « Voyage au centre de la mer ». Le ventre de la mer, ce n'est pas le monde du silence. Dans ce laboratoire, à Roubaix, on cherche à recréer fidèlement l'environnement sonore du fœtus, à savoir comment lui parviennent les sons, les musiques, les voix. Pour ces chercheurs, il ne fait aucun doute que le fœtus nous écoute. Il est peut-être à l'affût du moindre de nos messages. Il n'est plus l'être végétatif et sans conscience que l'on imaginait. Bonne, bonne, cale, cale, rive, à notre avis, ou tout au moins c'était l'hypothèse de départ et elle semble bien se vérifier, à notre avis, le fœtus est déjà une personne, le fœtus est déjà un individu et la naissance n'est pas l'événement brutal qu'on pourrait croire, mais il est simplement un épisode dans une vie qui a déjà commencé, et une vie qui a commencé à tous les plans, en particulier sensoriel, et qui a commencé avant la naissance. Est-ce que ça veut dire que dans le temps, et quand je dis dans le temps, c'est peut-être pas tellement loin de nous, ça veut dire que du côté du corps médical, on ne se préoccupait pas beaucoup de l'impact de tout ce que l'on faisait autour du nouveau-né, et encore a fortiori, encore moins par rapport au fœtus. Il n'est déjà pas loin le temps où, grâce à l'autorité de la science, les médecins disaient le nouveau-né lui-même ne voit pas, n'entend pas, ne sent pas. Maintenant, les idées évoluent en ce sens par la force de l'évidence scientifique. Et effectivement, il est encore loin le temps où tout le monde sera d'accord pour penser qu'un fœtus est capable de communication. Devant ces images, on se prend à rêver. Le bébé nous entend, il réagit au son, mais est-ce qu'il les garde en mémoire? On ne pouvait pas répondre jusqu'à cette année, tout simplement. On ne pouvait pas répondre à cette question jusqu'à cette année, où plusieurs expérimentations concordantes ont permis de montrer qu'il pouvait y avoir une sorte de souvenir prénatal. D'abord, dans un premier temps, il y a un travail qui a été effectué ici et qui montre qu'entre plusieurs mères, plusieurs femmes, qui toutes étaient mères en général, entre plusieurs femmes, un nouveau-né
immédiatement à la naissance, dans les minutes qui suivaient, qui n'avait jamais entendu aucun son à l'extérieur de l'utérus, était effectivement capable de discriminer, comme on dit, c'est-à-dire de reconnaître entre ces femmes, et qu'en moyenne, il avait des réactions globales du corps, des mouvements, d'orientation en particulier, plus intenses, en présence de la voix de la mère. Ce bébé est né depuis exactement 35 minutes. Autour de lui, depuis sa naissance, tout le monde s'est tu. Regardez bien, 4 femmes vont l'appeler par 3 fois, 4 femmes, dont sa mère. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Le bébé se souvient, c'est maintenant une chose certaine. Mais se pourrait-il qu'il fasse connaître sa volonté de réentendre un son déjà entendu, notamment la voix de la mère? Dernière question, dernière surprise. Alors, effectivement, avec une expérimentation encore plus récente et d'origine américaine, qui malheureusement ne portait pas sur la mère, mais qui portait sur des phrases différentes, on a pu démontrer que les nouveau-nés pouvaient choisir entre 2 phrases. Une phrase qu'ils n'avaient prononcée par la mère et enregistrée, qu'ils n'avaient jamais entendue pendant leur vie fétale, et une autre phrase également prononcée par la mère, mais de sens différent, et qui leur avait été régulièrement réadministrée en quelque sorte, par le même moyen, à travers le ventre de leur mère. Et les nouveau-nés qui avaient été soumis à cette expérimentation provoquaient, avec des tétines artificielles en quelque sorte, une succion des mouvements, un rythme de succion tel qu'ils pouvaient provoquer l'apparition ou la réapparition de la phrase qu'ils avaient déjà entendue. Ça se passe de la manière suivante. Il y a un mécanisme qui fait que quand le rythme de succion est par exemple bas, ils entendent la phrase numéro 1. Et de telle manière que quand le rythme de succion est élevé, ils entendent la phrase numéro 2. Ils apprennent très vite qu'il leur suffit de régler leur rythme de succion pour entendre l'une ou l'autre phrase. Et l'expérience a montré qu'ils réglaient leur rythme de telle manière à retrouver la phrase déjà entendue et qui par conséquent faisait déjà partie de leur univers. Là où provisoirement la science s'arrête, le rêve commence. Selon 2 psychanalystes français, Olivier et Varin-Camarque, il se pourrait que ce fœtus, chez qui l'on découvre de telles aptitudes à se souvenir, en fait il n'oublie jamais rien. Son corps, à défaut de son esprit, garderait tout en mémoire. Ils vont même plus loin. Ils observent dans les dessins d'enfants, derrière ce qui pourrait apparaître comme des gribouillages sans signification, des ressemblances étranges, des coïncidences troublantes. Ils opèrent des recoupements avec des dessins traditionnels. Ils mettent en parallèle un dessin rituel montrant le chemin que parcourt l'initié, le chaman, pour parvenir à l'ultime connaissance, et l'image d'un ovule fécondé qui lentement remonte dans la trompe. Et puis il y a les dessins d'enfants, les enfants de pays différents qui tous pourtant dessinent la même chose. Alors un jour, tout d'un coup,
l'intuition. Quand Wawrinka a eu l'idée de reprendre tous les dessins d'un enfant que nous avions, c'est-à-dire que nous avions tous les dessins d'un enfant qui avait dessiné entièrement librement de 1 an et demi son premier graphisme jusqu'à 6 ans son entrée en classe. Cet enfant n'était pas allé au jardin d'enfants. Il y avait 6 ans, donc, où elle avait dessiné sans jamais aucune directive de qui que ce soit. Nous avions ces dessins. Et un jour, on décide de regarder ces dessins, sans en faire aucun rapprochement, simplement, au fond, on a tous ces dessins, regardons-les. Et on a vidé la pièce ici, parce qu'il y en avait près de 500 dessins. Et on a commencé comme un jeu de cartes, ils étaient dans l'ordre, à mettre 1, 2, 3, 4, et à couvrir le sol, à joncher le sol de ces dessins. Puis on a commencé à les regarder en montant sur le canapé, en regardant pour essayer de comprendre. Tout à coup, il y avait cette intuition qui se faisait, qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble? Et puis alors, on a été saisis de se dire, tiens, mais là, il y a quelque chose qui a à voir avec le retournement dans l'utérus. Et puis en remontant un peu plus, tiens, mais là, c'est l'ébauche d'un bras, d'une main. Ça ressemble tout à fait, c'est pas un dessin maladroit d'un enfant, c'est un dessin qui est celui d'une conscience corporelle, de la vie prénatale certainement, parce que si c'était un maladroit, ça ressemblerait pas tellement à quelque chose qui a sa réalité quelque part. On n'avait jamais vu une telle histoire se dérouler devant nous. J'ai l'impression que la trame de fond de tous les dessins de cet enfant, c'était son histoire prénatale. C'était ses 9 mois de vie prénatale. Au moment où il fait ses premiers pas, au moment où lentement il se détache du corps de la mère, l'enfant trace ses premiers traits. Comme le disent Wawrinka et Olivier Marc, en dessinant, il se fait naître. Il continue de venir au monde en laissant derrière lui ses dessins, comme autant de traces d'une vie antérieure dont il ne veut pas se couper. Difficile sans doute de croire qu'il y ait là autre chose qu'une séduisante hypothèse. Et pourtant, cet enfant-là, l'enfant décrit par les marques, il nous a bien semblé le rencontrer en chair et en os, à Roubaix, lors d'une consultation. Il s'appelle Alexandre. Le docteur Titran, un pédiatre dont nous reparlerons, va découvrir en même temps que nous ce petit garçon de 4 ans, habité d'une peur secrète qui l'empêche de vivre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui vous arrive? On vient vous voir parce qu'on a quelques petits problèmes avec Alexandre. Et on est envoyé par M. Goiseau. Bon, d'accord. Et c'était quoi alors ces problèmes? Beaucoup d'idées noires. Ternes, enfin, une mauvaise sommeil, fort agité. C'est ça, et avec également peur dans le noir, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes encore? Disons qu'il a peur de la mort. Hein. Pas comme ici, en rentrant dans le couloir, là, j'ai une photo, une femme qui tenait un petit bébé, il a dit, tiens, il est mort le bébé. Je sais pas quoi c'est dit. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'écoute tous, oui. Il n'y a toujours pas de coupure. Les parents sont inquiets. Ils décrivent Alexandre comme un enfant agité. Consulté, un premier pédiatre a déclaré forfait. Alexandre lui faisait peur, il trouvait son comportement bizarre, imprévisible, inquiétant. Sans que la chose ne soit jamais dite, on a commencé à envisager une maladie mentale. On a parlé de placement. Noirs sont les nuages qui s'accumulent sur la tête d'Alexandre. C'est peut-être son destin qui se joue dans cette consultation. Pour essayer de comprendre, le docteur Titran va remonter en arrière. Alors on a parlé donc du début de sa vie et sa naissance, comment elle s'était passée? Bien. Dans de bonnes conditions, un bon accouchement, c'était votre première naissance. Oui. Ça peut vous dire très content. Qui est content, hein? Il pesait combien? 2,750 kg. Ah oui, bah, c'est un beau bébé, ça, et à terme? 15 jours avant. Oh, bon. Ouais, bah, ça fait à terme, quoi, un beau bébé bien complet, bien fini. Parfait. Et alors, on va continuer à remonter un petit peu dans le temps. Oui. Hein? Et la grossesse, il n'y avait pas eu de problème non plus pour faire naître un aussi beau bébé? Enfin non, j'ai été couchée... Des pertes de sang. Oui, j'ai des pertes de sang. Vous aviez eu des pertes de sang. Un petit peu en tout début de grossesse, comme ça peut arriver ou... Non, quand même assez accentué, parce que j'ai dû me coucher 6 mois à peu près. 6 mois couché?
C'était pas donc une grossesse si facile que ça. Et donc, vous aviez peur à ce moment-là de perdre votre bébé. Vous procédez à une consultation médicale pour peut-être être un petit peu rassuré. Alors, je présume qu'on a dû vous faire une échographie. Oui, c'est ça, une échographie. En 78, c'était le début, mais on commençait à les faire. Ça, oui, j'ai fait une échographie vers à peu près ça. Ça venait d'être installé. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit à l'échographie? Le bébé était normal. C'est ça. Alors, est-ce qu'on vous a parlé du placenta au cours de cette échographie? Non. Donc le placenta, il était donc normal et en bonne place. Il n'inquiétait pas ce placenta. Ah non, il n'inquiétait pas. Bonne position du fœtus. Je suis un petit peu embarrassé parce que je dois vous dire que effectivement, en 1978, on ne connaissait pas encore bien les causes, toutes les causes de ces hémorragies qui durent très longtemps, qui sont très spectaculaires et qui font très peur aux mamans et aux papas quand ils attendent un enfant. Et actuellement, on sait qu'une des principales causes de ces hémorragies persistantes, c'est que vous n'attendiez probablement pas un seul bébé, mais probablement 2 bébés. Et que probablement des jumeaux. Je ne sais pas si dans la famille vous aviez des antécédents de grossesse gemellaire. Non, pas du tout. Non. Tout ça remonte plus loin. Et alors, effectivement, moi je crois que donc votre peur, vous aviez raison d'avoir peur, parce que effectivement, vous avez probablement dû perdre un bébé. Bon, ça serait ça les saignements, là. En fait. Voilà. Mais vous l'avez jamais su que vous attendiez ce bébé-là. Hein? Non, on manquait l'échographie en plus. Voilà. Et donc, il est très probable que la peur que vous avez eue de ce bébé-là, comme vous ne saviez pas qu'il était là, ce bébé, elle s'est probablement progressivement concrétisée sur Alexandre, qui lui se portait très très bien. Ah oui, en fait, c'était son... Comme les examens le confirment. Oui. Mais c'était peut-être un petit frère ou une petite sœur qu'Alexandre il avait à côté de lui. Et... C'est ça qui lui... Hein? Probablement. Alors moi je comprends donc à ce moment-là beaucoup plus facilement, d'abord vous aviez raison d'avoir peur, mais vous n'aviez pas peur pour la bonne raison. À partir de là, le médecin va reprendre tous les symptômes les uns après les autres. À la lueur de ce qu'il vient de découvrir, tout prend un sens. On perçoit dans le comportement d'Alexandre une cohérence presque magique. L'enfant écoutait intensément, maintenant il dessine, comme pour aider le médecin à convaincre ses parents. 3 dessins, 3 petits cailloux pour qu'on le suive bien. Sa petite sœur Émilie, puis l'arc-en-ciel, et enfin Goldorak. Et tous nous regarderons, ce couteau au milieu du ventre. Alors dis-moi Alexandre, qu'est-ce que tu en penses de cette aventure-là alors? Tu vois, tu étais dans le ventre de ta maman à un moment donné, tu allais très bien, tu étais en très bonne santé, tu te développais très bien. Très bien. Mais ta maman et ton papa, ils avaient très très peur. Mais ils n'avaient pas peur de toi. Tu comprends? Ils avaient peur de quelqu'un d'autre. Tu vois? Et ce quelqu'un d'autre, eh bien c'est très difficile, c'est très dur. Ce quelqu'un d'autre, il est parti, tu vois. Et on le retrouvera jamais. Qui? Eh bien c'était probablement, comme je l'explique, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je le crois, que c'était probablement un petit frère ou une petite sœur qui devait être à côté de toi dans le ventre de ta maman. Tu vois? Et donc tes parents... L'œuf, il va craquer. Et l'œuf, il va craquer. Voilà. Et au moment où l'œuf, il a craqué, Alexandre, il est venu au monde. Et quand Alexandre, il est venu au monde, il était le plus beau petit bébé que son papa et sa maman, ils n'avaient jamais vu. Tu comprends? Mais comme ils ne savaient pas qu'à un moment donné, ils avaient attendu 2 enfants. Ils ne savaient pas si c'était une petite sœur ou une fille. Le temps d'une consultation, nous avions vécu sur une autre planète, celle du Petit Prince. Une planète où les fleurs parlent, où un petit garçon ne peut pas dormir parce que son jumeau est mort, à côté de lui, dans le ventre de sa maman. En revenant sur Terre, nous aurions pu croire que nous avions rêvé, mais il nous restait les dessins. Ce petit garçon, c'est un petit garçon. Il a 4 ans. Il a 4 ans.
il a très besoin de le formuler, j'ai l'impression. On pourrait se demander s'il n'y a pas un geste qui veut rayer quelque chose, mais c'est aussi quelque chose qui rappelle le tissu. Moi, je le vois plus comme l'insistance oui. mise sur quelque chose. Tu te rappelles dans les dessins, tous les dessins qu'on a regardés pour comprendre le sens de ce mouvement-là, on a vu que quand l'enfant voulait insister sur quelque chose, quand il est tout petit, il le remplit, en fait, comme on remplit en crayonnant. Donc il dit, c'est ça, c'est là. Et moi, je le comprends comme c'est là qu'il se passe quelque chose. Alors ça, c'est le troisième dessin qu'il a fait en fin de consultation, quand le médecin lui a dit qu'il pouvait dormir tranquille parce que... Et la maman aurait vécu une agression, subi une agression en quelque sorte. Et puis, il y avait une anecdote qui est peut-être reliée à ça. À un moment, il a été dit par les parents que Alexandre cachait des couteaux. Donc le problème des couteaux a été réglé aussi, et ce dessin a été fait en toute fin de consultation. En tout cas, il est libéré de cette protection-là. Il n'a plus besoin de se protéger comme il se protégeait dans les deux autres dessins. Et il exprime au centre une situation d'agression qu'aurait subie la maman. Enfin, moi, je le pressens comme ça. En tous les cas, le médecin a pu formuler certainement quelque chose que voulait dire l'enfant, puisque la bulle a disparu. Il y aurait eu l'idée d'une... Il s'est passé quelque chose d'important pour l'enfant. D'un avortement qui aurait dû avoir lieu, où les parents auraient pensé à la nécessité d'un avortement. Voilà, je vais d'abord mettre une petite un gel dessus, c'est un petit peu froid. C'est pour que les ultrasons puissent passer à travers la peau. Alors, là, d'abord, il y a une grossesse. Hein? Ça, c'est sûr. Alors d'abord ici, la grande tache noire. Hein? On voit, c'est la vessie. Derrière, tout l'utérus, avec le col, et puis le corps de l'utérus. Lorsqu'on voit au centre, là, ici, cette masse noire, c'est l'œuf, hein? L'œuf qui est un liquide. Et puis la petite tache blanche, là, c'est le bébé. Ici, si on arrête l'image, ici du liquide, et cette zone blanche, ici, qui est l'embryon. Voilà, là on voit bien l'embryon. Et on remarque ici un petit point qui clignote. Oui. Et bien ça, c'est son cœur. Son petit cœur, il bat, qui veut dire que ça va, il va bien. Il n'y a pas de problème. J'ai quand même l'impression, Marie, que ça a été un grand moment quand il a dit qu'il y avait quelque chose. Oui, c'était très chouette. C'est une grande émotion? Oui. Il y avait quand même eu beaucoup d'incertitudes avant. Bah oui, puis en même temps, c'est belle ces petites choses là-dedans. Ça fait vraiment drôle. De le voir? Bah oui, puis bon, voir son cœur qui bat, c'est... En fait, pour l'instant, on n'est rien, je veux dire... En fait, c'est pas, ça fait drôle. Puis je suis très contente. Donc on mesure la tête aux fesses. Il fait 18 mm de long. Et d'un seul coup, c'est vrai, je veux dire... Je suis pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je vais avoir un bébé. En 30 secondes de temps, tu as changé de situation. Ah oui, complètement. Je sais pas, je me sens... Et encore là, ça, je suis allongée. Mais je peux pas voir les choses pareilles. C'est pas possible. Je suis plus à moi. Avec l'émotion de cette jeune femme qui découvre son bébé, point minuscule sur un écran échographique, nous entrons de plein pied dans le monde du désir d'enfant. C'est un univers que fréquentent quotidiennement les chercheurs qui, les premiers en France, ont donné la vie à ce que l'on appelle un bébé éprouvette. Mais justement, ont-ils vraiment l'impression d'avoir donné la vie? Où sont nés ces bébés selon eux? Dans leurs éprouvettes ou ailleurs? Rappelez-vous, c'était le 24 février 82. Amandine. Quel âge a Amandine aujourd'hui? 1 an et demi. Est-ce qu'elle est au courant des circonstances qui ont entouré sa naissance? Je crois qu'elle doit être au courant qu'il y a eu des circonstances un peu exceptionnelles. C'est sans doute ce qui a pu passer, que c'était un enfant extrêmement désiré. Je crois que ça doit se sentir. C'est tout ce que je peux percevoir.
Déjà, tout de suite, vous dites que c'est un enfant qui a été extrêmement désiré. Est-ce que vous en parlez comme presque quelqu'un qui aurait quelque chose en plus? Non, je crois qu'il y a quelque chose en plus, cet enfant a quelque chose en plus, comme tous les enfants, enfin, comme tous les enfants qui sont des enfants désirés dans un foyer. Et par rapport à beaucoup d'autres qui, malheureusement, arrivent pas forcément à un moment aussi idyllique. Mais par rapport à tous ceux qui sont désirés, c'est un enfant désiré tout à fait comme les autres en plus. Mais elle a quelque chose en moins. Pour emprunter une image à Jean Renoir, elle n'a pas été conçue un jour de soleil au mois de juin dans un champ de blé. Ben, peut-être que dans la tête des parents, elle a été conçue, comme le dit Jean Renoir, et qu'en définitive, ce qu'il en reste justement, c'est que c'est ce désir qui était permanent, qui s'est concrétisé, qui s'est technicisé peut-être à un moment donné, d'une certaine façon. Il aurait pu se matérialiser d'une autre façon si la médecine avait fait d'autres découvertes, ou peut-être dans l'avenir il se manifestera d'autres façons. Je crois que ce qui est important, c'est que je crois qu'il est vécu comme un acte d'amour, effectivement, dans un champ de blé, pourquoi pas au mois de juin. Jacques Testard, le biologiste, on s'attend à le rencontrer au fond d'un immense laboratoire. Il officie dans une pièce grande comme une petite cuisine, et c'est une banale couveuse qui fait office de ventre artificiel. Alors ici, vous avez l'incubateur dans lequel on fait la fécondation et la culture de l'embryon pendant 2 jours. Alors dans chacun de ces tubes, il y a un œuf à différents stades. Ici, ce sont des œufs qui ont été mis en fécondation hier et qui, s'ils se divisent, ce qui est habituel, seront replacés dans l'utérus de leur mère dès demain. Et ici, ce sont des œufs qui ont été collectés aujourd'hui même et qui seront replacés dans l'utérus d'une autre mère après-demain. Comme Friedman le médecin, Testard le biologiste minimise volontiers son rôle. Pour lui, ce qui est simple, c'est ce qu'il fait. Organiser hors du ventre de la femme la rencontre des ovocytes et des spermatozoïdes. Ce qui est vraiment complexe, c'est cette alchimie du désir qui donne naissance à un enfant. Elle se passe ailleurs que dans son laboratoire, et c'est peut-être pourquoi elle le fascine. C'est vrai qu'on est obligé de se faire un peu une philosophie sur qu'est-ce qu'un enfant, puisque nous, on démarre dès le début, on voit d'abord les gamètes, l'ovocyte, les spermatozoïdes, on les mélange, et puis on obtient un embryon qui peut devenir un enfant. Ça ne marche pas toujours, évidemment, mais un embryon qui peut devenir un enfant, et on se demande, on s'est déjà demandé, est-ce que c'est déjà un enfant? Alors là, il y a beaucoup de réponses, on a discuté avec des gens, des religieux, toutes sortes de gens, et finalement, il n'y a pas de réponse objective à cette question-là. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de réponse biologique. Si on part du principe que l'homme est un individu qui ne peut vivre qu'en société, on connaît les histoires des enfants sauvages, par exemple. L'embryon qu'on a dans notre tube, c'est un embryon sauvage. Il n'est pas encore adopté. Donc il n'a pas la qualité d'humaine. Et je crois qu'on peut dire qu'un embryon a la qualité humaine à partir du moment où il est porteur de l'espoir de devenir un enfant, l'espoir par ses parents d'en faire un enfant. À partir de ce moment-là, donc du désir de faire un enfant, cet embryon, effectivement, n'est pas comme un embryon de souris, un embryon de lapin, bien que morphologiquement ce soit tout à fait comparable quand il a 2 jours. Mais il n'est pas pareil parce qu'il est porteur de l'espoir de faire un enfant. Donc c'est une définition qui peut nous servir quand même, qui peut nous servir pour le moment. C'est pas une définition scientifique, elle fait intervenir une notion qui n'est pas scientifique, qui est celui du rêve des parents. La personne humaine ne peut pas avoir de définition scientifique. Scientifiquement, à la dissection, on ne peut pas reconnaître quelque chose qui soit qualitativement différent chez l'animal, c'est seulement quantitatif. Or, quand on parle de personne humaine, on passe à un autre stade. Le professeur Friedman, après avoir placé une sonde lumineuse, va prélever un ovule dans le ventre d'une future mère. La curiosité des savants, elle n'est pas d'une nature très différente de celle des enfants. René Friedman va nous le dire, il poursuit un rêve, s'approcher le plus près possible des mystères de la création, être là au moment où la vie se forme. Il pourrait estimer avoir atteint son but, il était là à l'instant de la conception. Mais il y a un avant. Avant, c'est la mise en commun, la rencontre de 2 désirs, celui du père, celui de la mère, dont il faut remonter loin pour trouver les racines. Avant, c'est ce projet qui lentement se forme, cette préhistoire de la vie. Comme Jean-Paul Sartre, René Friedman pourrait dire « L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise ».
présenter, on va complètement tourner le verre. C'est un gros follicule, là. Ce qui fonde un être humain, c'est une somme d'événements. Alors, à quel moment il se constitue? Je crois que c'est comme la vie. On dit toujours à quel moment on commence la vie, et en fin de compte, on n'arrive pas, c'est d'ailleurs qui est passionnant, on n'arrive pas à le focaliser, à le localiser. Ben là, je crois que c'est pareil. C'est pour ça qu'une des motivations, par exemple, de cette recherche, ça a été par une espèce de fascination pour cet instant. Cet instant-là, voilà, vous me posez la question, cet instant, la vie, alors elle est où? Elle est là dans cette rencontre, est-ce qu'on la saisit? Alors jusqu'à là, il y avait toujours une partie cachée. Parce que la fécondation, c'était caché, on n'avait pas le nez dessus. Et puis d'un seul coup, avec la fécondation in vitro, on avance d'un pas, on rentre un petit peu dans le terrain noir et puis on l'éclaire. Transparent par définition. Ça devient transparent, on voit la fécondation, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on avait vu chez l'animal, mais ce qu'on ne connaissait pas chez l'être humain. Alors bon, la symbolique est très chargée, puis on se rend compte qu'en définitive, on n'a encore rien compris. C'est-à-dire que ce qu'on a vu ne nous explique rien et que ça reste encore infini, encore à découvrir. Alors vous n'avez pas réussi à prendre le désir au lasso, alors vous allez continuer? Ben écoutez, non, je crois que le désir au lasso, c'est en tous les cas, il s'échappe. On lance le lasso, mais il s'échappe. Et je crois que un des problèmes sur lesquels nous sommes confrontés en tant que gynécologue obstétricien, c'est justement la médecine du désir. Ce désir, il peut renverser des montagnes. Il peut permettre à la vie d'apparaître là où on aurait pu croire qu'elle n'apparaîtrait jamais. Mais ce même désir, il peut aussi tuer parfois. Au Québec, dans une prison psychiatrique, nous avons rencontré Isabelle. Dans une crise de folie mystique, elle a poignardé sa petite fille, âgée de 3 ans. Aujourd'hui, elle émerge lentement du brouillard. Un monstre, Isabelle? Nous n'avons eu qu'une heure pour essayer de comprendre. De comprendre par exemple pourquoi Isabelle avait 2 enfants, pourquoi c'est la petite fille qui est morte et pas le petit garçon. Une petite heure pour découvrir derrière les mots de la mère l'image d'une petite fille prisonnière, prisonnière d'un rêve qui s'écroule. On vit ce que l'on fait aux autres. C'était mon enfant, je l'aimais beaucoup. J'étais en dépression, j'avais des hallucinations, j'avais des visions, j'étais très croyante à ce moment-là, mais ma croyance était très exaltée vu ma maladie. J'étais dans une psychose aiguë, que l'on m'a dit par la suite, et puis mal soignée. Évidemment, j'étais sous l'effet de médicaments lors du meurtre. Ce qui m'empêche évidemment de... C'était pas méchant, c'était comme si on m'avait enlevé mes enfants, ce que j'avais de plus cher au monde. Et je ne l'avais pas accepté. Il faut dire que j'ai été mariée, j'ai été divorcée. J'ai accepté le divorce, mais je n'acceptais pas qu'on m'enlève les enfants. Les enfants étaient bouleversés, eux aussi. Mon garçon, un peu moins. Évidemment, il y a bien des choses que je réalise pas, mais inconsciemment, j'ai réalisé par la suite que dans mon état, j'étais dans un état, faut pas l'oublier, très suicidaire. J'avais été voir le médecin et puis je ne pensais qu'à mourir parce que je n'avais plus les enfants. Et ce matin-là, c'était un pur adon si les enfants étaient présents. Et puis j'étais sous médicaments, alors il était trop tard. Et puis il n'y avait plus personne, j'étais seule avec eux. J'ai pas pensé à demander de secours. Avant de mourir, là, j'ai pensé... C'est peut-être parce que ma fille était plus petite et plus facile que ça a été elle. Ça aurait pu être tous les 3, ça aurait pu être... C'était plus une partie de vous-même, votre fille? Peut-être. C'était une partie... Elle me ressemblait beaucoup. Aussi... C'est qu'elle a eu comme réaction d'aller se coucher où est-ce que moi j'étais installée. C'était sur un divan, et puis il y avait une grosse douillette pour un lit double. Et puis elle est allée se coucher là-dedans automatiquement. Alors moi, sous l'effet des médicaments,
C'est comme si je l'amenais avec moi. Mais là, j'ai réalisé que j'étais debout et puis que mon fils était là. Et puis, dans le fond, c'est mon fils qui m'a aidé à mettre un terme à ma folie, à la crise. Vous avez cru que c'était vous qui étiez sur la douillette? Ouais, ça a fait le même effet que ça. Elle n'a pas souffert du fait que j'ai eu à provoquer les enfants ou quoi que ce soit. Ils ne s'étaient pas rendus compte. Vous savez, le thème de notre émission, c'est « Le bébé est une personne ». Oui. Je me demande si votre fils était vraiment une personne à vos yeux. Est-ce que c'était une personne ou est-ce que c'était votre chose? Quand elle est venue au monde, c'est un enfant que je mettais au monde. Et son accouchement, et l'accouchement que j'ai eu, et sa venue s'est passé très bien. C'est un bébé qui dormait beaucoup. C'était un être tout à fait différent de mon fils. Je ne comprends pas quand vous me parlez d'une chose. C'est une chose. Vous en avez parlé tout à l'heure comme une partie de vous-même, comme si le bébé était resté enquisté dans votre ventre un petit peu. Elle a pris 15 jours de retard. Et parfois, en face, je disais, elle va rester là. Elle a décidé de ne pas sortir. Elle se trouve bien. J'étais bien enceinte. Je n'étais pas malade. Puis, quand elle est venue au monde, moi, je les adorais, ces enfants-là. Peut-être que je les couvais trop. Les enfants qu'on tue, les enfants qu'on bat, les enfants qu'on maltraite de toutes les manières, ce sont souvent ceux qui nous ressemblent le plus, ceux dont on attend tout, ceux qu'on ne laisse pas vivre leur vie propre parce qu'on exige d'eux qu'ils soient conformes à notre désir. Et pourtant, cet embryon de quelques millimètres, ce fœtus qui commence à bouger, il a déjà une existence autonome qu'il faut apprendre à reconnaître et à développer. Avant même d'être un être qui nous entend, ce fœtus est un être qui nous sent. Au moment même où on commence à s'attacher à lui, il faut accepter déjà qu'il se détache de nous. Pour Franz Wellmann, promoteur d'une science nouvelle, l'aptonomie, au début il y a le tact, le toucher, mais pas le toucher médical, pas la palpation objective du corps de l'autre. Un toucher d'une qualité particulière, dans lequel nous entrons avec toute notre affectivité, qui transforme de façon apparemment magique le corps de la mère, mais surtout un toucher auquel le fœtus répond. Montez le bébé comme ça, montez un petit peu la tête, comme ça, et restez comme vous êtes maintenant. Ça ne demande pas d'attention, n'est-ce pas? C'est très facile, hein? Vous êtes bien dans le bassin comme ça. Et maintenant, laissez tomber le bébé. C'est une grande différence. Et vous le portez comme ça, c'est pas faux. Il est là. Oui, et vous êtes sûr qu'il est là. Alors, enlevez, oui, comme ça, un petit peu comme ça. Oh, oui. Vous êtes sûr, vous le savez dans votre tête ou dans votre cœur? Les deux. Les deux. Alors, vous sentez bien? Il bouge bien? Oui, il bouge beaucoup. Oh oui, c'est bon. Alors, on va chercher. Vous permettez que je contacte le bébé? Oui, je vais faire une rencontre avec lui ou elle. Je ne sais pas qui c'est. Alors, sentez, quand vous sentez maintenant le ventre, il est dur. Oui. C'est un ballon qui est dur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, je vous demande maintenant de descendre avec votre main, oui, en profondeur, et maintenant aussi l'autre côté, faites la même chose, c'est bien, et prenez le ballon que vous avez senti, qui est dur, dans votre main, comme ça, et poussez bien. C'est dur ça. Oui, oui. Alors, c'est l'utérus avec son contenu.
n'est-ce pas? Oui. Alors, on peut déplacer le ballon à gauche et à droite. Il faut le faire. Pousser comme ça, oui, pousser comme ça. Et vous avez l'impression que vous déplacez l'utérus avec ce continu, oui? Bon. Maintenant, je vous demande d'être très gentil, de faire la main très tendre, oui, et d'imaginer que vous êtes autour de votre bébé et vous le prenez dans votre main avec toute la tendresse que vous avez. C'est bien. Et maintenant, il faut sentir qu'est-ce qui s'est passé. C'est plus dur. Hein? C'est changé, hein? Oui. Pourquoi c'est changé? On ne sent plus l'utérus, pas le ballon. C'est beaucoup changé. Alors, maintenant, on peut jouer. Hein? Alors, je vous demande maintenant de un petit peu pousser comme ça et dire, vous parlez aussi avec le bébé, il vous entend. Hein? Oui. Alors, il vous dire, alors suivez-moi, suivez-moi, et partir avec. Oui, il suit la main, il est là, à ce côté. Il va partir là. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah oui. On pas pousser avec cette main, on fait la même chose ici. Et je l'invite et je dis, alors, viens chez moi, il viendra. Oui, il viendra chez moi. Ça y est. C'est joli ça. Oui, oui. Ah oui. Vous voyez bien. Ah oui. Oui, mais il y a beaucoup d'autres choses. Tout le vent n'est plus dur. Hein? Il y a beaucoup d'espace. Il y a encore de l'espace pour l'autre. Hein? Il y a beaucoup changé. Vous voyez, on peut jouer, on peut balloter, tout ça. Mais on est là. Alors, je ne touche pas votre ventre. Je suis chez votre bébé. Ah oui, et c'est ça que vous sentez bien. Alors, dans notre culture, le toucher, c'est le tabou. Et c'est ça qui dépasse l'autonomie. Quand je touche comme ça, il n'y a pas du tout d'érotique dedans, mais c'est la tendresse qui confirme, qui affirme l'existence de l'autre d'une forme affective. Je le prends dans tout mon cœur, dans toute mon affectivité. C'est peut-être le... Oui. La tendresse, jamais est érotique. On se trompe quand on pense ça. Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs exactement autonomie? C'est la science de l'affectivité. Ça vient du mot apsis, ça veut dire toucher, parce que au début de la vie, il y avait le toucher comme première possibilité de se sentir dans l'espace, de savoir qu'on vit, que l'individu vit. Alors, je vous demande maintenant de faire le même tendre comme les miennes, qui sont là, qui ne font rien. Oui, c'est bien clair ça. Oui. Alors, où est le bébé? Il est en haut ou en bas? Il est plus en haut. Il est plus en haut, hein? Oui. Oui, malgré ça, je vous demande de le bouger en haut et le mettre sur votre cœur. Rien faire, rien faire. Mettez-le sur votre cœur. Ah oui, il monte, hein? C'est bien ça. Oui. Alors, il a disparu ici. Alors, je ne veux pas qu'il descende, mais c'est votre bébé, hein, votre volonté de le faire descendre. Alors, je vous demande maintenant, malgré le fait que je le pousse, de le faire descendre, de rien faire, laissez-le descendre. Ah oui, il vient, et il me pousse la main, c'est bien. Il est parti ici, oui, et c'est bien. Et maintenant, madame, je vous demande, parce qu'il est bien bas, hein, oui. Vous sentez bien, aussi intérieur. Hein? Bon, je vous demande de placer votre bébé sur votre cœur, rien faire avec la main. Placez-le sur votre cœur, le laissez monter, encore plus haut, plus haut. Laissez monter. Il vient, encore plus. Ah oui, là, il arrive, oui, encore plus. C'est bien, c'est bien. Est-il parti ici ou non? Il n'est plus là. Il n'est plus là, hein? Bon. Alors maintenant, vous tenez la main comme ça et laissez... Est-ce qu'il y a une relation, disons, entre ce que vous essayez de faire avec un enfant qu'une femme a dans son ventre et puis la notion qui est apparue ces dernières années, qui est la notion d'attachement? Oui. Déjà, tout le comportement instinctif qui est à l'origine d'être humain, de s'attacher
à l'être qui le fait naître et aussi au père, oui, se développe, cette attitude de base se développe déjà dans le giron. Et quand un bébé est tendu, est ignoré par la mère, alors il n'y a pas le contact intérieur affectif, en ce cas, ce développement de l'attachement est bloqué. Quand on entre maintenant dans un contact affectif où le bébé répond, où il entre avec des mouvements, déjà en ce cas, il sent se sécuriser. Déjà à ce moment commence la sécurité de base que l'autonomie développe. Il sent se sécuriser, il sent aussi qu'il est accepté. C'est la première confirmation de son être, de son existence. Et en ce cas, il se développe, il se prépare sur l'attachement. Maintenant, fais la main très tendre, très gentille. Oui, c'est bien, comme ça. Oui. Sentez qu'il n'y a plus le ballon. C'est vrai, vous le sentez aussi. C'est moins dur, hein? C'est plus dur, oui. Alors, en ce cas, vous faites l'invitation et vous dites à votre fils ou fille, oui, alors, soyez chez moi, viens chez moi, suivez-moi. Alors, et là, il vient. Il est parti ici, oui. Alors, faites la même chose ici. Invitez, le suivre, oui. Ah, on le sent très bien, hein? Pour Franz Wellmann, dans un couple, il n'y a pas seulement une femme enceinte, mais un homme aussi. À la différence de ce qui se passe avec les espèces animales, le père peut commencer à s'attacher à un bébé encore dans l'utérus, alors qu'on croyait cet attachement l'apanage des mères. Invitez ici, laissez suivre. Oui, en plus, oui, c'est bien. On a parlé donc de l'aspect de l'attachement, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à partir du moment où si vous expliquez au père comment prendre contact avec cet enfant, est-ce que aussi vous dites pas il faut accepter le contraire de l'attachement, c'est-à-dire il faut commencer déjà à accepter que l'enfant se détache de vous? Oui, il faut savoir, et tous les parents doivent savoir que l'enfant conçu par eux, oui, aura le droit de vivre une vie autonome, qui est sa vie, qui n'est pas la vie du père, et qui n'est pas la vie de la mère, mais qui est sa propre vie, qu'il doit développer. Alors les parents doivent accompagner l'enfant qui leur est donné, et qui est dans la conception, sur son chemin. Il faut guider, mais pas plus. Il ne faut pas accaparer. Non, oui, c'est ça. Il ne faut pas le saisir, pas posséder. Hein, c'est ça. Et déjà, quand on sait ça, on peut confirmer le bébé dans son être, l'enfant dans son être, dans le giron. Et quand il est né, aussi dans le bon qu'il représente. Mais il faut le guider pour être libre. Et à ce moment, le détachement commence tout de suite après l'attachement. C'est une autre régulation, une adaptation du tonus, aussi du tonus musculaire, qui change beaucoup. Et ça, c'est nécessaire de savoir pendant la naissance. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une situation qui a des douleurs, qu'on vous fait mal? Alors, je ne suis pas toujours l'homme gentil que je semble, oui. Alors, je vous fais très, très, très mal. Et qu'est-ce que vous faites? Et le bébé, où est-il? Qu'est-ce que vous faites? Il faut quitter le bébé. Où est votre enfant? Quand vous faites la même chose, quand il y a la douleur pendant la naissance, il faut quitter l'enfant. Oui. C'est pas bon, hein? Oh oui, oh oui. Bon, alors, je vous apprendrai ça. Alors, je place ma main ici. Vous imaginez que vous voyez un aveugle qui marche, qui promène dans la rue. Il cherche sa route avec une canne. Il prolonge son bras, oui. Alors, il peut sentir avec ce prolongement. Je vous demande de faire la même chose que l'aveugle fait avec sa canne, avec ma main. Alors, prolongez, sentez bien où est ma main, oui. Et faites le prolongement avec ma main, avec mon poignet, et jusqu'à mon coude. Faites le prolongement jusqu'à mes épaules. C'est bien d'y rester là.
Restez là. Oui, c'est bien, je peux faire beaucoup plus. Hein. C'est incroyable ce que j'ai fait. Ça fait plus mal. Non, et je peux faire beaucoup plus mal. Vous pouvez entrer dans la douleur et vous ne quittez pas votre bébé. Il reste là, sans contraction. Et du moment que vous vous retirez, alors retournez dans votre peau, retirez. Retirez-vous. Ne faites plus le prolongement. Ça ne va pas. C'est fou ça. Pour peu que la douleur des contractions cesse de s'interposer entre lui et le chemin qu'il doit suivre, pour peu que le médecin accepte de rester en retrait, le bébé, selon Veldman, posséderait inexploitée, latente, la capacité de se mettre au monde lui-même. Ça va? Oui? Alors, en ce cas, pendant la naissance déjà, vous pouvez aider quand elle essaie de fuir, hein, quand il y a de douleur de la naissance, il faut rester dedans, il faut montrer dedans, et vous serez là. La naissance, c'est donner le chemin, ouvrir le chemin pour le bébé qui se fait naître. Oui? Vous comprenez bien? Et c'est vous deux qui sont les guides. C'est bien compris ça. Oui? Vous avez la radio, s'il vous plaît? Merci. Ce corps de la mère, qui peut par amour se détendre pour s'ouvrir au bébé, ne peut-il pas par amour aussi se bloquer pour peut-être le retenir? À la demande du professeur Bertrand, dont il est l'invité, Franz Wellmann va maintenant examiner une jeune femme dont le bébé placé trop haut ne peut pas descendre. La seule solution semble être de recourir à la césarienne. Le professeur commente les radiographies. Il explique le problème en termes techniques avec ses mots d'obstétricien. Franz Wellmann, lui, par la pensée, est déjà avec la jeune femme. C'est par le cœur qu'il va la prendre pour la conduire vers son bébé. Il est déjà dans ce moment qu'il connaît bien, où au-delà du blocage du corps, de la vertèbre coincée, du bébé en mauvaise place, il va atteindre l'essentiel, l'ambivalence des sentiments, le mouvement instinctif de l'âme qui contrarie le mouvement naturel du corps. Tandis qu'il écoute, il sait bien que c'est encore sur les mécanismes subtils de l'attachement et du détachement qu'il va devoir peser. Mais c'est une tentative que nous pouvons faire. Oui, tournez-vous un petit peu comme ça, c'est bien. Bon. C'est bien. Levez, s'il vous plaît, la jambe gauche jusqu'à la poitrine. Oh, oui. Et retournez. Et maintenant l'autre, c'est ça qui se passe. Oui. Il y a un petit problème qu'il faut corriger pour que le bébé peut descendre. Il est nécessaire que je fasse un petit travail avec mon assistant. Placez vos mains dans la nuque. Très bien. Je vous demande d'être dans mon bras. Oui, comme bien. Et être bien chez moi. Bien chez moi. Affectueusement aussi. Oui, comme ça. Soyez bien. Avec beaucoup de confiance dans mes bras. Ah oui, c'est bien, madame. Oui. On fait le mouvement comme ça. Vous inspirez. Vous expirez et vous tombez dans mes bras, hein, comme ça. Oui, c'est ça, vous le faites très bien. Alors, on le fait ensemble maintenant. Faites-le encore. Et, oui, et tombe, oui, ça y est. Bon, merci, madame. Alors, on va s'allonger sur la table. Où est-il? Beaucoup plus bas, hein? Oui, oui. Alors, vous pouvez le faire monter maintenant. Sans rien faire, seulement être chez votre bébé, dans toute votre tendresse, et le placer là sur votre cœur. Oui. Et qui se passe? Vous ne voulez pas que le bébé soit dehors. Vous le voulez tenir chez votre cœur, hein, c'est ça. Il faut partir, hein? Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas descendre. Vous le voulez garder chez vous. Vous comprenez, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, hein? Alors, laissez-le descendre. Vous le faites très bien. Merci. Je voudrais bien demander maintenant au docteur Bertrand de venir chez moi. Donnez-moi maintenant votre main ici. Vous sentez le bébé par là. Vous sentez le bébé par là. Oui. Madame, je vous demande maintenant de placer votre bébé sur le cœur. Laissez-le monter. Ah oui, c'est bien.
Ah oui, c'est bien. Il est parti ici. C'est vrai? Exact. Exact, oui. Alors, nous ne voulons pas qu'il descende. Mais c'est votre volonté, c'est votre bébé, hein? Alors vous faites, je le place dans mon bassin où il est le mieux, oui? Alors laissez-le descendre. Ah oui, bien. Très bien, en plus. C'est assez extraordinaire, effectivement. Une espèce de réputation, fort bien perçue. Et l'enfant a descendu de 5 à 8 cm sous ma main. Oui, c'est vrai, oui. Alors, malgré le fait... Cet être qui se forme dans le ventre, mais qui se construit dans notre tête. Ce bébé qui nous écoute, qui bouge au rythme de nos émotions, il a encore devant lui à cet instant une épreuve, celle de la naissance. Un véritable séisme, pour la mère comme pour l'enfant. Nous le verrons dans la deuxième émission, l'espace d'une rencontre, tout bascule. Bonsoir. Cette semaine, vous allez voir des images très belles et émouvantes, la naissance. L'accouchement, qui peut être beaucoup plus que la délivrance de la femme, qui peut être l'accueil de son enfant. Les méthodes traditionnelles et l'utilisation de la péridurale sont comparées à l'accouchement sans douleur et à la naissance spectaculaire d'un bébé dans l'eau, comme font les mammifères marins. Ce sont d'ailleurs les images saisissantes du début de ce document, l'espace d'une rencontre. Bien avant de naître, sans doute même bien avant d'être conçu, le bébé existe, prend forme et grandit dans la tête de ses parents. Mais s'il est l'objet de leur désir, il a aussi son désir propre, une existence autonome. On commence à percevoir les aptitudes fantastiques du bébé à très tôt communiquer. On pense même qu'il n'oublie jamais rien de sa vie prénatale et qu'il faille chercher là, dans quelque incident enfoui, l'origine de certaines souffrances. Alors moi, je comprends donc à ce moment-là... Mais certains enfants ne parviennent pas à s'affranchir du corps de la mère. Être reconnu comme un sujet, comme une personne, peut devenir pour eux une question de vie ou de mort. Aussi faut-il commencer à œuvrer très tôt pour cette reconnaissance. Franz Wellmann suscite chez les parents les conduites instinctives de l'attachement. Il prépare le terrain pour que sans à-coups, le bébé puisse s'extraire de cet environnement dans lequel il a déjà tellement appris. À nous maintenant de savoir l'accueillir sans rien ignorer ni de ses besoins, ni de ses compétences.
Nous sommes à Pithiviers. Ces mains, qui sous l'eau se tendent, sont celles de Michel Audin, obstétricien. Après avoir placé l'enfant au contact de la peau de la mère, il va se retirer pour ne rien interrompre de ce qu'il sait devoir se passer maintenant. Le plus important peut-être. La mère, le père aussi, sont le siège d'émotions intenses. Mais c'est la mère qui va devoir, dans les heures qui suivent, faire les gestes qui vont permettre à son bébé de survivre. Tandis qu'elle regarde son bébé et qu'elle le caresse, d'une certaine manière, c'est à son tour de naître. Elle était encore, il y a quelques minutes, la fille de sa mère. Elle est en train de devenir la mère de son enfant. Le cordon ombilical n'a pas encore été coupé, aucun danger ne menace la vie de l'enfant, les gestes du médecin sont de pure routine et peuvent attendre. Changement de décor. La maternité de la Pitié à Paris, une petite journée commence, il n'y aura ce jour-là que 6 naissances. Si la Pitié, pour beaucoup, c'est le temple de la sécurité et du confort médical, en revanche, on n'y pratique pas l'accouchement à la carte. Pas question de laisser s'exprimer la diversité des cultures, des traditions ou des désirs. Pas question non plus de laisser les femmes accoucher dans la position qui leur convient le mieux. Être à l'écoute des femmes, c'est bien gentil, mais quand on doit gérer plus de 3000 naissances par an, il est tentant au contraire de donner à la demande une réponse standard. L'outil idéal pour une saine planification des accouchements est une anesthésie qui est ici systématiquement employée, la péridurale. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. En théorie, les femmes peuvent refuser. Mais on les encourage vivement à accepter et l'anesthésiste est toujours là quand commencent les premières douleurs. Beaucoup d'ailleurs ne s'en plaignent pas. Elles viennent ici pour ça. Les aventures du style Pithiviers ne les tentent pas et elles ne rechignent pas à être prises en main par les médecins. Bien au contraire. Elles trouvent, comme le responsable de ce service, le professeur Darbois, qu'il est totalement anachronique de souffrir au XXe siècle. Elle ne voit pas pourquoi un accouchement devrait faire plus de mal que l'extraction d'une dent. Quoi qu'on en dise, quelles que soient les techniques de préparation à l'accouchement utilisées, un certain nombre d'accouchements, de naissances restent difficiles pour les femmes. Et quand on peut, dans ce moment tout à fait exceptionnel de l'existence, apporter une détente complète, une participation absolue, la présence du mari pendant l'accouchement, ce qui n'est pas toujours facile lorsque celui-ci est difficile, je crois qu'on a fait un grand progrès pour nos patientes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'obstétrique, avec l'obsession d'abaisser le taux de mortalité, a un petit peu confisqué tout ce qui tourne autour de la grossesse et qu'il faudrait être plus à l'écoute des femmes pour leur rendre le vécu de la grossesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est très très important comme idée. C'est une idée qui effectivement s'est développée ces dernières années et qui me paraît essentielle. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans notre métier, il y a 12% de césariennes en moyenne, dans certains services jusqu'à 18 ou 20%. Dans votre service, il y en a combien? 12% chez nous. Et qu'il y a aussi environ 7 à 8% de forceps presque indispensables, que nous avons une clientèle très bigarrée, avec sur laquelle les techniques de préparation à l'accouchement ne peuvent pas être utilisées de la même façon que sur des Françaises de souche,
Lorsqu'il y a une clientèle étrangère importante, qui dans le service atteint 25%, la conduite de l'anesthésie obstétricale doit obligatoirement être différente. Même si à la pitié, le maître mot reste la sécurité, on ne s'y refuse pourtant pas à admettre qu'il est important aussi qu'une femme reçoive son enfant. Aussi va-t-on rapidement le lui présenter. C'est bien un fils, hein. Voilà. Comment on va l'appeler, madame Adine? Parfait. Voilà. La péridurale, c'est certain, représente un grand progrès quand la césarienne s'avère vraiment indispensable. Mais justement, comment être certain qu'elle l'est? Question de confiance, me direz-vous. Quand on sait que le taux de césarienne peut varier de 6 à 30%, que cela dépend uniquement de la philosophie médicale qui préside au fonctionnement d'un service, c'est difficile la confiance. Et il avait une tête très ronde, hein. Ça, il a une bonne grosse tête, hein. Ah, le prochain. Et l'enfant. Toute la suite de sa vie peut dépendre de la manière dont sa mère, un jour, l'a reçu. Le médecin accoucheur, lui, monte en marche dans le déroulement d'une histoire intime dont il ne sait rien. Et pourtant, les gestes qu'il effectue pendant ces quelques heures de la naissance, ils peuvent faire basculer la relation mère-enfant dans un sens ou dans l'autre. Valérie a 20 ans. Elle est mère célibataire. Au moment où nous l'avons rencontrée, elle vivait avec sa fille Sophie dans un foyer d'accueil de l'Armée du Salut. Aujourd'hui, entre la mère et la fille, une grande histoire d'amour. Mais cela aurait peut-être pu tourner autrement. La grossesse s'est passée en plusieurs morceaux. On peut la disséquer un peu. Au départ, elle était bien acceptée, et puis, c'est-à-dire que l'enfant lui-même était accepté en plus, mais après, je ne l'ai pas bien accepté, dans le sens où je ne pensais pas qu'il existait vraiment. Enfin, j'avais pas l'impression que l'enfant était là en moi. Et ça m'est resté quand même relativement longtemps. J'avais l'impression que j'allais perdre cet enfant. Bon, je savais qu'il était là, mais je pensais qu'il n'allait pas vivre. Au départ, c'est que j'en voulais vraiment pas, c'était catégorique. Mais à la fin, c'est que je ne pouvais pas. J'avais 20 ans, j'avais pas de profession, j'avais rien, j'avais même pas de diplôme, j'avais quoi? J'avais un bac, qu'est-ce que je vais faire avec un bac, hein? C'est pas parce que j'ai un enfant qu'on va me donner 5000 balles par mois pour m'élever, et puis comme ça. J'avais pas de maison, j'avais rien. En plus, à l'époque, je revoyais pas mes parents, donc il y avait déjà pas de père, hein. En plus, il n'y avait pas tout cet encadrement familial. Alors, on me disait, bon, ça peut pas être possible. Alors, c'était l'assistance publique? Oui. Enfin, j'avais combiné un truc, c'était avec la DAS. C'était, bon, on pouvait, de deux choses l'une. Soit on me prenait l'enfant dès l'accouchement, tout de suite. C'est-à-dire je ne le voyais pas. Soit on prend l'enfant et après quelques années, on peut le redemander, cet enfant. C'est-à-dire qu'il va de nourrice en nourrice, mais il n'est pas adopté. L'enfant n'est pas adopté pleinement. Tu te voyais le reprenant? Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant toute la période de la grossesse, tu lui parlais quand même un petit peu? Tu avais des rapports avec elle, avec cet enfant, ou pas du tout? Bah, c'est-à-dire que c'est par période, je crois. Parce que plus j'y pense, plus je me dis que c'est par période. Mes relations avec Sophie quand j'étais enceinte, c'était vraiment spécial. Bon, il y avait des jours, je lui parlais comme si c'était un enfant que j'avais attendu depuis des années et que, bon, à la limite, je n'avais pas pu avoir, comme une femme stérile qui a enfin un enfant, tu vois. Et d'autres jours, mais je lui parlais pas. Rien. J'avais un gros ventre, c'était tout. Bon, la vraie communication, moi je pense, c'était la musique.
Bon, ça m'a... Tu lui jouais du piano? Ah ouais, il y avait des morceaux que je voulais qu'elle aime. Alors, dans ma tête, je les répétais et bon, je les jouais. Et je me disais, ce morceau-là, il faudra qu'elle l'aime. Enfin, j'aimerais qu'elle l'aime. L'accouchement, comment ça s'est passé l'accouchement? Ça, c'était formidable. Alors, c'était pas bien au départ parce que c'était un siège. C'est-à-dire déjà, il y avait ce médecin accoucheur qui était vraiment sensationnel et qui me respectait. C'était pas le mec je sais pas, qui disait fais ci, fais ça, respirer, pousser, et puis qui s'en fout finalement, qui n'est pas humain. Lui a déjà été humain, il comprenait ce que il essayait de comprendre ce que je pouvais ressentir. Puis il y avait ma sœur qui m'aidait, qui faisait les mouvements presque en même temps que moi, qui m'aspergeait d'eau. Et quand tu as su par exemple que c'était un siège avec ce que ça supposait comme ça de souffrance possible, tu n'as pas eu envie de demander ce qu'on appelle une péridurale, c'est-à-dire? Ah non, pas du tout. Ah non, parce que moi, de toute façon, je crois que même si j'ai un autre enfant, j'essaierai de recommencer ça. Je voulais être là, je voulais assister pleinement à mon accouchement. Bon, quitte à souffrir, mais qu'est-ce que c'est souffrir? Enfin, moi, je peux pas. J'estime que j'ai pas souffert vraiment. Tu voulais ressentir tout? Ah oui. Et puis. Tu as eu Sophie près de toi? J'ai eu Sophie sur moi, tout de suite. Ils me l'ont mise là, sur le ventre. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en pleurais de joie. Ah, même m'en souvenir encore maintenant, ça me fait quelque chose. Je me revois encore. Et c'était très bien. Et alors justement, quand ils m'ont mis Sophie, je sais pas comment ça s'est passé. Je veux pas dire qu'il y a eu un miracle ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment eu quelque chose. J'ai vraiment senti que c'était mon enfant et je pouvais plus le laisser. Et que de toute façon, si je l'avais fait adopter à ce moment-là, si on me l'avait mis sur le ventre, c'était fini. Hein. J'aurais serré les bras, j'aurais fait, je sais pas. J'aurais hurlé. Quand tu dis que c'est un moment déterminant, est-ce que ça veut dire que tu avais l'impression de réussir un examen de passage? Tu avais franchi une étape, tu avais réussi quelque chose? Ouais, le terme examen de passage, il me plaît pas, mais je crois que j'ai fait un pas où j'ai franchi plutôt un fossé. Un fossé d'incompréhension. J'avais pas compris ce qui m'arrivait. Je crois que là, ce jour-là, j'ai compris. Depuis la nuit des temps, la naissance pour les femmes, ce fut le rendez-vous terrifiant avec la souffrance, les pratiques obscurantistes, l'absence d'hygiène élémentaire, l'effrayante mortalité. Peut-être était-ce aussi autre chose qui s'est perdue, une plus grande participation, une certaine liberté de mouvement. Un moment de complicité entre femmes pendant lequel s'accomplit tout un rituel initiatique. Un moment peut-être où se transmet tout un savoir proprement féminin, patiemment conquis sur toutes ces morts et toutes ces douleurs. Et les hommes? Les hommes, c'est par le biais de la chirurgie qu'ils vont réussir à s'introduire dans un univers qui leur était jusque-là interdit. Mais ils n'y entrent pas humblement, avec la volonté d'apprendre. Ils y entrent en chassant le savoir plus discret des femmes, avec la tranquille assurance de ceux qui apportent la lumière, qui détiennent la seule science. Ils inventent des outils qui se révèlent efficaces. La mortalité recule. Mais en revanche, ils imposent à la femme de s'allonger sur le dos, position plus rationnelle pour eux, plus conforme à la pratique de la chirurgie, même si elle réduit la femme à n'être qu'un champ opératoire passif. Nous sommes au siècle du cartésianisme triomphant. L'homme médecin ne se pose pas de questions,
Fier de ses outils, il les exhibe. Attitude dépassée aujourd'hui? On peut se le demander quand on voit ce que l'on nous présente comme le nec plus ultra de la technique obstétricale de demain. Ces images d'un catalogue publicitaire nous introduisent-elles vraiment dans le meilleur des mondes? Quand on sait qu'aux États-Unis, on ne trouvera bientôt plus un seul médecin pour prendre le risque d'accoucher une femme par les voies naturelles, on peut se le demander. Alors, nouveau progrès ou nouvelle mutilation? Retour à la pitié. Dans 3 quarts d'heure, cette jeune femme accouchera sous péridurale. Comme le travail risquait de trop se prolonger, on a déclenché les contractions. Conséquence, les spatules, une petite incision, mais pas de fatigue. Elle reste très calme, elle sait qu'elle ne va rien sentir. Il y a deux conceptions. Il y a une conception qui consiste à dire la péridurale, ça va me priver d'un certain nombre de choses. Oui. Et une autre conception qui consiste à dire la péridurale va me permettre de... Enfin, je crois que la péridurale prive surtout des mauvaises choses, quoi, la douleur des contractions, un petit peu la nervosité qui s'installe. C'est sûr que là, après la gestion, je pense que là, je vais vivre très consciemment l'accouchement, pas sentir trop la souffrance et être tout à mon bébé. Enfin, justement, c'est un moment qu'il faut goûter. Il ne faut pas être absolument à ses contractions, à sa nervosité, à sa souffrance, en fait, parce que quand on est absorbé par la souffrance, il y a beaucoup de choses qui échappent, en fait. Il ne faut pas en perdre une miette. Oui, je pense que c'est ça, en fait. C'est un peu un spectacle, alors. Oui, un petit peu au spectacle, mais c'est important, un peu un spectacle. parce que je crois que c'est un beau spectacle. Oui, mais le problème du spectacle, c'est toujours qu'il y a des acteurs et des spectateurs. Le problème, c'est de savoir si on veut être acteur ou spectateur, plutôt acteur ou plutôt spectateur. Oui, mais enfin... Je préfère être plus spectateur, acteur, oui, dans le sens où je vais le vivre consciemment, mais c'est sûr qu'il y a peut-être moins de, je sais pas, participation, peut-être, je sais pas. Les machines surveillent l'enfant, le produit insensibilise le corps, pas d'angoisse, pas de cri. On a beaucoup parlé du confort de la personne sous péridurale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, si on est tout à fait honnête, le confort du médecin? Le confort du médecin. Par exemple, dans une intervention césarienne, le confort du médecin... Je ne parlais pas de césarienne. Et pour beaucoup de médecins, l'anesthésie générale, l'anesthésie péridurale, c'est le confort de la patiente, c'est sa participation, mais en même temps, c'est toute une série de contraintes nouvelles pour les médecins. C'est-à-dire vous faites des césariennes sous péridurale? Oui, bien sûr. Oui. Mais je parlais d'une péridurale sans césarienne. Alors, en ce qui concerne l'accouchement, il y a un petit peu plus de confort. C'est certain que nous sommes habitués progressivement dans ce service à ce que tous les accouchements se déroulent dans le calme, dans la détente, dans le silence, et ceci est extraordinairement confortable. Hein. Mais ça n'a pas été le point de départ de notre démarche. Vous ferez une petite masque, oui, voilà la tête. Ça, et là. On va l'être un peu parce que vous commencez à être un peu fatigué quand même. Bon, allez, on va mettre en place les spatules. Hop. On fera quelques compresses en plus, s'il vous plaît. Hein? Bon, alors là, dans 2 minutes, il sera là, ce petit bébé. Hein? Vous me demandiez de... Mais ça va bien comme ça. Parfait. Voilà. Bon. Alors, bon, prochaine contraction, là, quand vous la sentez venir, à ce moment-là, vous prenez bien un petit peu.
Oui, très bien. Je veux dire que c'est bien tout de suite, hein. Voilà. Hop. Allez. On va couper le cordon. Voilà, allez, c'est à vous. Très bien. Des petits flacons à prendre pour le sang de poison, tout ça, si vous voulez donner tout ce qu'il faut. C'était comment alors ce garçon? Trois femmes dans une chambre, 3 péridurales. Pour les 2 premières, pas de problème. Il s'agissait d'un choix. La 3e, par contre, s'est trouvée là par hasard. À 18 ans, Valérie n'avait pas d'idée précise sur ce qu'elle voulait vivre. Les médecins ont tranché pour elle. Mais leur choix, n'était-ce point celui de la facilité? Plutôt que de l'aider à fuir la souffrance, n'aurait-il pas mieux valu lui permettre de la dominer? Vous allez l'allaiter, vous l'allaitez? Oui, je l'allaite. Ça fait un petit peu mal. Ça fait un peu mal. Ça fait mal quand même. C'est beau aussi. Ça rapproche plus l'enfant de la mère, je trouve. La tétée? Ah oui. Et par rapport à ce rapprochement, est-ce que le fait comme ça de ne pas sentir quand on accouche, enfin, ou de ne pas sentir grand-chose, est-ce que c'est pas un petit peu dommage? Si, un petit peu, mais enfin, on sent quand même. Hein. Si, on sent quand même. Hein, là. On sent quand même. On sent quand même la douleur. Enfin, on sent quand ça commence à s'écarter, enfin, quand elle sent vraiment. Enfin, moi, j'ai senti un petit peu quand même. Enfin, pas énormément. Donc, il faut pousser, c'est dur. Mais vous regrettez pas de ne pas l'avoir senti? Non, ça faisait mal les contractions quand même. Enfin, je sais pas. Peut-être au 2e, mais. Non, je crois. Au 2e, vous essayerez de pas. J'essayerai, hein, je promets rien. Mais... Ça fait quand même mal. Quand vous dites la prochaine fois, j'essayerai. Est-ce que ça veut dire quand même que. Est-ce que c'est pas exactement comme ça que vous aviez rêvé les choses? Pas exactement, mais. C'est vrai, je suis un peu déçue. Mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je voyais la grande souffrance. Enfin, je l'imaginais pas comme ça. C'est pas grave. Est-ce que c'était important pour vous, ce climat-là, pour démarrer la relation avec votre fille? J'en sais rien, justement. Parce que enfin, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Puis bon, je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est fait maintenant. Voilà, mais je m'attendais pas à ça de l'accouchement. Au lendemain de la libération, un médecin, Fernand Lamaze, ramenait de Russie la méthode dite de l'accouchement sans douleur. Appellation impropre, la douleur ne disparaissait pas vraiment, mais la femme apprenait à la canaliser, à en prendre le contrôle. Pour la première fois, un médecin essayait de faire partager son savoir aux femmes. Croquis à l'appui, il essayait avec son équipe de leur rendre les clés de leur propre corps, le vécu de ce moment qui leur avait été confisqué des siècles auparavant. C'était une grande idée, une idée révolutionnaire. Elle s'est presque totalement évaporée de nos jours. La technique seule est restée. Le document que vous allez voir est un des derniers qui subsistent de cette époque, dont ceux qui l'ont vécu se souviennent encore. Pour la première fois, on respectait les femmes, plus peut-être qu'on ne les a jamais respectées depuis. Madame L a 18 ans. Elle est en travail depuis 5 heures. Sa technique d'adaptation est parfaitement au point. Les bras, les jambes sont relâchés. Elle va suivre exactement et immédiatement, parce qu'elle les a comprises et assimilées à l'avance, les indications que va lui donner le médecin accoucheur. L'expulsion va durer 30 minutes. Nous allons voir comment, malgré les efforts importants qui lui sont demandés, Madame L, qui est aidée par la présence de son mari, sait coordonner son activité avec l'évolution de l'accouchement. Alors, vous êtes prête? Vous vous sentez d'attaque? Vous vous rappelez bien tout ce qu'on vous a appris? Alors, nous allons commencer l'expulsion. Allez-y, inspirez, bloquez, poussez. Allez-y.
continuez, continuez, allez-y encore, prolongez les efforts, allez-y, soufflez. Inspirez à fond, bloquez, poussez, allez-y, allez-y énergiquement, les coudes écartés, allez-y, tirez bien vers vous, allez-y, regardez dans la glace, on commence à le voir, allez, allez-y, soufflez. Lâchez vos étriers, les mains à plat, sur le lit, vous allez inspirer, souffler, inspirez, bloquez, poussez, sans tenir vos étriers, continuez, 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 faites très attention à votre périnée, allez-y. Doucement, 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 il avance, vous le sentez, il avance, allez-y, continuez, continuez, allez-y, soufflez. Détendez-vous, les mains à plat, faites très attention. Allez-y, ne poussez pas, continuez, 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 plus vite, respirez plus vite, allez-y, voici la tête sort, allez-y, allez-y, voilà, parfait, la tête est sortie. Voilà, continuez. Et alors maintenant, je vais vous demander de faire un petit effort supplémentaire. Vous allez inspirer à fond, souffler. Inspirez à fond, bloquez, poussez, en tenant vos étriers. Allez-y pour dégager les épaules. Allez-y, un petit effort supplémentaire. Je tourne la tête. Ah, il a le cordon autour du cou. Vous sentez son épaule qui se dégage. Voilà. Encore une fois, inspirez à fond, bloquez, poussez. Allez-y. Encore un dernier effort. Allez-y. Encore un peu, encore un peu. Voilà, je vais faire glisser le cordon maintenant. Voilà, ne poussez plus, respirez très vite, faites très attention, regardez-le. Voilà, prenez-le, c'est parfait ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit garçon. Si Fernand Lamaze, le premier, nous a appris à respecter la femme qui accouche, c'est sans doute à Frédéric Leboyer que l'on doit d'avoir véritablement découvert l'enfant qui naît. Si la mère peut en ce moment le reconnaître, c'est que comme ici à Pithiviers, on lui en laisse le temps. Qu'on le lui prenne, que l'on se précipite pour couper le cordon ombilical, et il cessera d'être cette fascinante petite personne pour redevenir un objet, un colis encombrant et braillard dont il s'agit de délivrer au plus vite le corps de la mère. Mais si l'on n'interrompt rien de ces regards, de ces caresses qui s'échangent, nous voyons naître comme ici une entité nouvelle, un être hybride qui n'est ni la mère ni le bébé, mais un bébé dans les bras de sa mère. Sous nos yeux prend forme une enveloppe, se constitue une sorte de nouvelle peau dans laquelle entre pour maintenant y vivre non seulement le bébé, mais sa mère aussi. Un pédiatre texan, Tos Berry Brazelton, installé aujourd'hui à Boston, est peut-être le premier à avoir compris que pour vraiment observer le bébé, pour lui donner toutes ses chances quand on l'examine, c'est à l'intérieur de cette enveloppe qu'il faut pénétrer. Examiné par lui, le bébé révèle toutes ses compétences. Il montre quel partenaire il peut être dans ce qui n'est plus une relation à sens unique, mais une interaction. You can see that he's receiving it because he blinks a little bit each time, but then he just shut it out completely. The first time he withdrew and moved. Oh yes, he certainly hears. I don't guess you had any questions like that anyway, did you? See how he grabs my foot? I could almost pick him up by the feet. Like monkeys. They are. Now let's see. Can we get you to sit up? Oh, I know it's so hard to wake up, isn't it? Oh my goodness, come on, pick your head up now. I want to see how you sit up. That's a boy. That's a boy. This way. See how he holds his head up? Come on, pick it up again. Come on, you can do it. That's the way. That's the way. And as soon as they sit up, their eyes begin to come open, which is fantastic. It's all part of the same set of reflexes. All right, now let's see you do some more things. Come on.
That's a swimming reflex that we're born with. Tails. Fins. Tadpoles, right? Exactly. Come on, I want you to walk. You can walk. Come on, get yourself going. Well, I've been a pediatrician all of my life. J'ai été pédiatre toute ma vie, 35 ans de pratique. Et j'ai toujours voulu aider les mères avant qu'elles soient en difficulté et non pas après. Aider les pères et les mères avec leurs bébés. Et pour ce faire, je n'ai pas pu trouver dans la pédiatrie un modèle adéquat. Parce qu'en pédiatrie, on recherche toujours la maladie. Alors j'ai fait 5 ans de psychiatrie infantile. J'ai reçu une formation de psychanalyste à Boston, et là ils avaient un modèle de pathologie différent. Ils cherchaient toujours à déceler les échecs des gens ou leurs problèmes sans jamais considérer les ressources qui existent chez une mère et son bébé, ou chez un père et son bébé. Et j'ai pu constater que ce modèle de pathologie ne marchait pas non plus, parce que personne ne voulait venir consulter avant d'être en difficulté. Et pourtant, si vous voulez prévenir les problèmes, vous devez être présent avant qu'ils existent. Alors je me suis mis à rechercher ces ressources dont disposent les gens et naturellement, j'ai commencé à m'apercevoir à quel point les parents étaient excités au contact du nouveau-né. Mon Dieu, voici une personne toute neuve, tout mon avenir est dans ce bébé. Ainsi, je pouvais déceler cette énergie chez les parents. Mais à cette époque, nous considérions encore le bébé comme une masse d'argile informe et nous pensions qu'il était tout juste capable d'être modelé par son environnement. Cela se passait dans les années 50. Et plus je me mettais à observer les bébés, plus je me disais, mon Dieu, mais il y a tant de choses que le bébé sait faire en réalité. Et je voyais à quel point il est fort, actif, et comme il sait se contrôler lui-même. Alors j'ai commencé à rassembler tous ces éléments et je me suis rendu compte peu à peu que le bébé est déjà à sa naissance une personne très capable. Aussitôt que vous vous rendez compte de cela, vous commencez à réaliser que chaque bébé, bien sûr, est un individu particulier et qu'en tant qu'individu, il modèle ses parents et modèle même l'environnement autour de lui. Oh, Shannon, don't puff at me. Get us quit puffing. I want to talk to you and play with you. We want to have some fun now. Yeah, you can wake up and talk to me now. And you'll have some fun if you do. You don't need to be like that. No, you don't need to be like that. Come on, wake up. Now let's go. Can you talk? Huh? Can you? Come on, way over here. Come on, come on, come on, come on, Shannon. Now open your eyes. Le moment où, en réponse au son de notre voix, le bébé ouvre ses yeux, tourne sa tête vers nous et nous regarde, c'est toujours un moment d'intense émotion. Le choc d'une rencontre à laquelle rien de ce que l'on a toujours entendu dire ne nous prépare. La rencontre avec un être du passé, quelqu'un qui évolue avec aisance dans un univers dont nous avons perdu les clés. Notre ancêtre, en quelque sorte. Si vous songez à ce qu'il a dû faire pour sortir de l'utérus, pour prendre une part active à sa sortie de l'utérus, parce que nous pensons aujourd'hui que le bébé participe activement au travail de l'accouchement. Et qu'ensuite, il contribue à sa propre survie lorsqu'il est confronté à un nouvel environnement écrasant. Vous réalisez qu'il a déjà appris des tas de choses sur lui-même, et par la même occasion, sur son univers. Mais là, il faut ajouter ce qu'il est capable de faire pour convaincre sa mère ou son père. Ah, vous voilà, vous êtes merveilleux, et j'ai besoin de vous. Le plus admirable chez Brazelton, c'est qu'il ne cherche pas à faire étalage de son pouvoir. Au contraire, volontiers, il s'efface devant le pouvoir de l'autre. One nice thing about that is that as soon as he does it with his mother, the mother always turns to kiss him. She can't resist. You can't be resisted. And some of the things that we got on film. Certaines des choses que nous avons filmées ensemble me prouvent que tous les comportements qu'il a acquis pendant sa vie intra-utérine, il va les utiliser.
pour capter l'attention des gens qui sont importants pour lui après sa naissance. On peut parler d'un continuum parce que, naturellement, ce qu'une mère doit procurer à son bébé après l'accouchement constitue ce que j'appelle une enveloppe. Il s'agit d'une autre espèce d'environnement protecteur dans lequel elle va le porter, le regarder et lui parler. Et lorsqu'elle le regarde en le tenant, le bébé réagit. Quand elle le repose dans le berceau et qu'il est comme ça, il ne peut pas répondre. Et la mère apprend très vite, elle se dit, si je procure une enveloppe, j'ai un bébé qui me dit, te voilà. C'est vraiment excitant. Une enveloppe. En se servant de sa voix, avec la complicité de Shannon, la petite Irlandaise coléreuse, Brazelton va jouer à en confectionner une. I think you could see that she just came right down to my voice, and she even got to almost talking to me. Shannon, 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 calm down, calm down, calm down, calm down. Come on, 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 come on. Hold it. You can get your hand in your mouth. Come on, you can hold it, or you can do it. You can do it. That's a girl. That's a girl. Look at the effort she makes to keep herself under control. This is what's so marvelous about babies. They make this massive effort to control themselves. Now, Shannon, that's enough. That's enough. That's enough. Come on, you can do it again. You can do it again. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Get your hand in your mouth. Come on, get your hand in your mouth. Come on, Shannon. Come on, come on. Come on, come on. Come on, that's a girl. Isn't that wonderful? It certainly is. Quite a lesson. It's really interesting, that story of Cette histoire d'enveloppe est très intéressante parce que tout se passe, selon vous, comme si le bébé, dès la naissance, n'était pas fini, qu'en fait, il n'a pas fini de naître. Vous parlez du bébé comme s'il continuait de venir au monde. C'est ça. Et il a besoin de se trouver dans une enveloppe, comme auparavant? Il peut donc être actif, un participant actif. Vous savez, vous avez raison. Si vous observez un bébé sans cette enveloppe, qui n'est pas choyé, qui n'est pas à l'abri dans les bras d'une personne, ou qui ne sent pas sur lui des mains tensionnées, il se trouve exposé à n'importe quoi. Il est totalement à la merci du monde qui l'entoure, mais il est également à la merci de ses propres réactions internes. Et il ne peut encore rien faire de très compliqué. Tout ce qu'il peut faire, c'est exercer une activité réflexe, ce qu'on appelle l'activité mésencéphalique. Mais si on lui procure cette enveloppe, justement, il peut commencer à percevoir des choses merveilleuses. Suivre l'expression de votre visage, suivre le mouvement d'une balle rouge, se tourner au son de votre voix, se maintenir en éveil pour pouvoir apprendre. Tout ceci est la preuve d'une activité très élaborée du système nerveux central. Lorsque vous créez cette situation avec un visage figé, est-ce que cela n'équivaut pas à créer une situation d'absence d'enveloppe autour du bébé? Oui, c'est une violation de cette enveloppe ou des besoins primaires du bébé. Oui, nous sommes surpris, vous aussi, je crois, de voir à quel point, dès la naissance, le bébé compte sur cette enveloppe et ressent l'excitation qu'elle lui procure. Ainsi, par exemple, lorsque la mère joue avec lui, puis qu'elle cesse brusquement de le faire, le bébé se dit tout à coup, je suis tout seul, et cela lui impose un degré d'autonomie qui dépasse les capacités de son âge. L'expérience du still face, la voici. Dans un premier temps, la mère joue avec son bébé comme elle a l'habitude de le faire. Pour bien démontrer la valeur que le bébé attache à ce comportement maternel, on va l'en priver. On va demander à la mère de sortir, puis de revenir avec un visage parfaitement inexpressif.
Un bref instant, le bébé va perdre sa maman, mais il va se battre pour la reconquérir. La détresse du bébé pourra paraître alors difficilement supportable, et l'expérience inutilement cruelle. Mais il ne faut pas oublier que c'est la caméra qui nous permettra d'en être conscients. Revenons en France. Ce petit garçon qui arrive là-bas, certains d'entre vous qui ont déjà vu ces images savent qu'il s'appelle Julien. À cause d'une maladie, un déficit immunitaire, il a dû vivre à partir de 16 mois sous cette bulle de plastique. Au moment où on le filme, il vient d'y passer 819 jours et l'on va tout à l'heure l'en extraire. Certains psychanalystes ont émis l'hypothèse qu'en naissant, le bébé vivrait ce que Winnicott appelle des angoisses inimaginables. Selon eux, pendant 9 mois, le cordon ombilical, le placenta, le liquide amniotique, toutes les composantes du milieu intra-utérin, l'enfant les a ressenties comme faisant partie de lui-même. Bonjour, mon cœur. Au moment où il doit sortir à l'extérieur, il est nu. Des morceaux entiers de son corps lui échappent, qu'il ne reverra jamais plus. Il ressent alors comme un démantèlement. Il a l'impression d'être amputé, dépecé, décontenancé au sens propre. Si à cet instant la mère n'était pas là pour procurer à son bébé cette autre enveloppe dont parle Brazelton, il pourrait bien ne pas survivre à toute cette angoisse. À cette hypothèse, dont aucun bébé ne nous dira jamais si elle est juste, le petit Julien va peut-être, lui, fournir un début de confirmation. Elle éclaire ce qu'il va maintenant vivre, ce qu'Henri Chambon, auteur de ce document, a appelé la deuxième naissance de Julien. Si, mamie, viens. Allez. Tiens, donne à maman, donne pas à maman. Allez, viens, il y a papa. Baisse la tête. Cherche son bras. Allez, viens. Allez. Je reste là. Mais non, je reste là. Mais j'en ai pas. Tu veux t'asseoir sur le tabouret? Non, c'est moi. C'est maman qui va s'asseoir sur le tabouret. Qui c'est qui s'assoit sur le tabouret? Papa. Maman et papa. Hein? Là, c'est Julien qui va s'asseoir. Regarde, ça y est. Ça y est, regarde. Sur les genoux à maman dans les bras. Tu veux t'asseoir regarde, papa. sur celui-là? Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là. Tu veux
t'asseoir sur le tabouret, toi? Non, mais pas rien là-dedans. Hein? C'est fini, c'est fini. On ne remet pas rien là-dedans. Comment? On ne remet pas rien. Oui, oui, oui. Pas rien. Non, non, mais plus Julien là-dedans, c'est fini, mamie. Non, non. Non, non, c'est fini, mamie. C'est fini, c'est fini. On ne remet pas rien là-dedans. C'est fini la pluie. C'est fini. On ne remet pas rien là-dedans. De tous les mammifères, c'est sans doute l'être humain qui reste le moins longtemps dans le ventre maternel, celui qui est le moins achevé lorsqu'il en sort. C'est ainsi qu'il lui faudra plus d'1 an pour commencer à marcher. Que dire alors des prématurés? Plus que tout autre, ils ont besoin pour finir de croître du secours de la mère. Mais c'est souvent dans ces cas-là qu'elle est le plus désarmée. Le travail de Brazelton va prendre alors une dimension nouvelle. Il va lui falloir aider l'enfant à faire la conquête de sa mère. Si l'on en juge par cette première tentative, ce n'était pas chose facile. Comment se fait-il que le bébé ne pleure pas plus lorsque vous procédez à votre examen? Parce que je me donne beaucoup de mal pour que le bébé reste calme et pour conserver son attention. Et un bébé peut s'arrêter de pleurer pour écouter. Et c'est à cela que je travaille tout le temps. Comment se fait-il que la plupart des gens aient peur des bébés et pas vous? Eh bien, je pense que cela fait très, très longtemps que je joue avec des bébés. Alors je serais idiot si j'en avais encore peur. Mais je pense que c'est parce que j'ai une telle confiance en eux, parce que je ne les vois pas tellement fragiles ou tellement sans défense. Je pense qu'ils sont des communicateurs nés. Et je crois que nous devrions souligner à propos de ce bébé prématuré dans quelle mesure il est à la merci d'un intérieur très très fragile, d'un système respiratoire fragile, d'un système autonome et d'un rythme cardiaque tellement fragile. Et si vous voyez cela, alors vous pouvez comprendre, bien sûr, que lorsqu'il prête attention, c'est un effort très grand. Et il ne peut le soutenir longtemps. Et une des choses que je fais lorsque je joue avec un bébé comme celui-là, c'est de lui laisser beaucoup de temps pour se reposer, de faire des pauses et de revenir à lui, ensuite, et de le laisser se reposer, et puis de revenir vers lui. Et c'est une chose très importante qu'une mère doit apprendre lorsqu'elle a eu un bébé fragile ou prématuré. Go to sleep on me, you little devil. Come on, you gotta wake up. Don't smile at me. That's no way to get around me. That's not gonna work. No. Come on, wake up. It is too bright. That's the trouble. It is too bright. Come on, Chris. That's the way. That's the way. Oh, good for you. That's the way you do it. Je considère que l'angoisse pendant la grossesse est une part très importante du processus qui consiste à se préparer à la maternité. Si une mère n'était pas anxieuse, elle n'aurait pas l'énergie nécessaire pour assurer sa maternité. Je crois qu'il est indispensable de commencer à travailler avec les gens avant la naissance du bébé, pour qu'ils sachent à l'avance qu'il s'agit d'une personne. Moi, bien sûr, j'ai un préjugé. Mais eux, il faut qu'ils découvrent ce bébé, ce nouveau-né, pour voir de quelle sorte de personne il s'agit. Et d'après ma propre expérience, et ce que je crois, ce qu'ils découvrent, c'est... Diable, c'est quelqu'un de résistant. Je peux m'occuper de quelqu'un d'aussi résistant.
Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'écraser ce bébé ou de le faire du mal, parce que je suis tellement mauvaise ou tellement névrosée. Et la mère peut s'enflammer et croire en elle-même. Et alors le bébé lui rend son regard, se blottit contre elle, et elle se dit, « Mon Dieu, mais je suis à la hauteur. » He even turns his head. See you? Isn't that great? I hope they're getting it on the film. Come on. That's so cute. You want to hold him a minute? Hi. Oh my goodness, what happened? Does he talk to you? Ce respect, cette confiance que Brazelton lui témoigne, ils vont permettre à l'enfant de montrer à sa mère tout ce qu'il est déjà capable de faire. Rassurée, elle va trouver en elle-même le courage nécessaire pour devenir vraiment la maman de ce bébé-là. Alors, Christopher, ce petit homme qui ne devrait pas même être né, va lire dans les yeux de sa mère qu'il n'est plus seul au monde. Christopher. Hi. Hi. Hi there. Yeah. This is too much. Christopher. You know, when I first tried to get her. Vous avez vu la première fois que j'ai essayé de lui faire tenir le bébé? Elle ne voulait pas, vous vous en souvenez? Et ensuite, quand je lui ai montré ces choses, elle avait envie d'en faire autant. Alors, à mon avis, il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau chez la mère. Je pense que ça y est déjà. Mais vous lui donnez la permission, en tant que personne compétente, de commencer à vouloir être à la hauteur vis-à-vis du bébé. Il s'agit d'un grand pas en avant pour la mère. Vous utilisez votre pouvoir, non pas pour interdire, mais pour permettre? Pour permettre et pour encourager. Je pense que c'est ce que nous devons faire si nous voulons éviter les problèmes psychosomatiques ou les handicaps futurs chez les bébés, chez les enfants. Personnellement, je pense que nous pourrions éviter bon nombre d'échecs qui sont autant de menaces pour l'avenir de nos enfants. Christopher. Supposed to be.